Bonjour à tous pour cette deuxième conférence de l'après-midi sur la thématique du Canada. Merci à nos invités de nous avoir rejoints, Julie de la Banque Desjardins et Thomas du cabinet MSGL. Cette deuxième conférence va avoir comme sujet préparer la réussite financière de son projet au Canada. Donc, ils vont nous dévoiler tout ce qu'il faut savoir sur le plan financier et bancaire au Canada. Mais avant ça, un petit rappel, la Maison de l'expatriation vous accueille jusqu'au 18 juillet pour poser vos questions, récupérer des liens, des ressources, des informations sur votre projet d'expatriation. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site de la Maison de l'expatriation. Et dans la continuité de cette semaine thématique du Canada, nous recevrons demain HEC Montréal qui viendra faire une conférence à 18h30, 15, 18h, dans ces eaux-là, sur les programmes qu'il propose et une conférence autour du développement durable des énergies renouvelables. L'ambassade du Canada également fera une permanence demain à la Maison de l'expatriation en présentiel entre 14h et 17h. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à venir en vrai, nous rencontrer l'ambassade du Canada pour poser toutes vos questions. Je vais donc laisser maintenant la parole à Julie et Thomas pour tout vous dire sur comment réussir financièrement votre projet au Canada. Merci beaucoup, puis merci à la Maison de l'expatriation de nous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer dans un premier temps, on va parler de banque et ensuite Thomas continuera plus sur l'aspect fiscal. Bon, ça parle dans tous les cas un petit peu d'argent. Mais c'est important quand on s'expatrie. Donc, la première partie, c'est préparer la réussite financière de votre projet. Je vais déjà me présenter. Donc, je m'appelle Julie Bolato-Bertolini. Au départ, moi aussi, je suis partie au Canada à un moment donné. J'étais directrice d'agence quand je suis partie. Et puis, avec mon mari et mes 2 enfants, on est partis au Québec, à Montréal. Et là, à ce moment-là, j'ai dû réinventer complètement le projet parce que quand on est directrice d'agence, même si ça paraît assez basique, et ben finalement, il faut tout réapprendre parce que tout le système financier est différent. Donc là, j'ai tout réappris et j'ai pu poursuivre ensuite chez Desjardins en tant que référente France-Canada à Montréal. Et par la suite, je suis revenue en France et j'ai réintégré également Desjardins. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de vous donner tout ce que j'aurais aimé qu'on me donne avant que je parte sur le système financier canadien. Puis en même temps, je vais utiliser mon expérience pour répondre à des questions que vous pourriez avoir de manière générale. Alors déjà, pour que ce soit un petit peu interactif, alors les personnes qui sont dans la salle l'ont déjà fait, je vais vous demander de scanner le code QR qui est ici à l'écran ou autrement dans la conversation, on vous a mis justement le mail où vous allez sur wallclap.com et le code c'est périple. L'objectif, c'est pas, il n'y a aucun mail qui est demandé, rien du tout. C'est simplement qu'on va pouvoir tous communiquer ensemble sur les avis, etc. Donc, on va commencer par une première question qui est comment Desjardins peut vous aider dans votre projet d'immigration. Donc là, je vais vous laisser répondre à cette question qui doit apparaître à votre écran. Est-ce que vous me confirmez que c'est bon dans la salle? C'est bon? OK. Donc, je vous laisse répondre. Moi, je continue ma petite présentation et on va revenir à la réponse par la suite. Donc, déjà, je vais vous présenter Desjardins. Desjardins, c'est le premier groupe coopératif en Amérique du Nord. Donc, ça fait plus de 125 ans qu'on existe. Ça a été créé par Alphonse Desjardins, d'où le nom. Et puis, nous avons 7,7 millions de clients. Pour vous donner une ordre d'idée, en France, vous voyez, le Crédit Agricole, c'est à peu près 50% des parts de marché. Et au Québec, c'est à peu près ça, c'est 50% des parts de marché. Donc, c'est un acteur financier qui est quand même relativement connu. C'est une question qu'on se pose quand on parle justement, c'est à qui je peux faire confiance. Puis là, vous pouvez vous dire que c'est plutôt pas mal. On est aussi, Desjardins aussi, l'un des premiers employeurs au Québec avec 57 000 employés. Ici, sur la carte, vous pouvez voir que, comme je vous le disais, on est un petit peu présent partout. Donc, il y a du vert partout. Et puis, le vert clair, il y a beaucoup de forêts et il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, en fait, les petits points verts, c'est surtout les villes. Et la plupart du temps, quand vous avez une ville, vous avez une agence Desjardins, une caisse Desjardins qui est là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? On est comme une banque en France, c'est-à-dire qu'on peut vous ouvrir un compte bancaire particulier, professionnel. On va vous assurer également. On va assurer vos biens
habitation, auto, on en parlera un petit peu plus tard. Il ne faut pas oublier que c'est important de s'assurer sur l'habitation parce qu'au Québec, ce n'est pas obligatoire. Mais n'oubliez pas que l'assurance habitation est primordiale. Si votre logement prend feu, il faut vous couvrir. Tout ce qui est auto également, sachez qu'on a un accord entre la France et le Canada. Moi, typiquement, quand je suis partie, pardon, j'ai appuyé sur le micro. Quand je suis partie, j'avais pris l'assurance de mon époux et enfin de l'employeur de mon époux justement. Et là, en passant chez Desjardins, j'ai gagné quasiment 150 $ parce que ça m'avait pris mon antériorité de conduite. Donc, c'est pas négligeable. Voilà. Bon, après, si vous avez 20 ans, effectivement, vous n'aurez pas beaucoup d'antériorité de conduite. Moi, j'étais un peu plus vieille. Voilà pour ça. Et après, Desjardins, ça va vous aider pour les placements. Continuons. Je suis dans le bon. Oui, on revient à notre question tout à l'heure. Du coup, notre question, c'était comment Desjardins peut vous aider pour votre projet d'immigration. Est-ce qu'on a eu des réponses, Lydia? 71% permet d'ouvrir un compte au Canada avant votre arrivée. 53% proposent une offre de bienvenue. 24% s'occupent de votre dossier d'immigration et 12% réservent votre billet d'avion. Très bien. Je ne sais pas si tout le monde a entendu la réponse, mais donc vous avez l'option B et D, effectivement, qui permet justement de. Nous, on va vous proposer l'offre de bienvenue et puis on va vous permettre d'ouvrir votre compte avant de partir. Et vous verrez que c'est super pratique parce qu'une fois que vous arrivez sur place, peut-être que vous avez une voiture à acheter, vous avez des matelas, des fourchettes, vous avez plein de choses à acheter. Et si vous comptez juste sur les potentiellement 10 000 $ que les douaniers vous autorisent, ce n'est pas forcément suffisant. Et en plus, c'est un petit peu risqué. On va parler de comment on étudie et quand on travaille, on travaille au Québec. Donc, tout ce qui est frais d'immigration, etc. Donc, je vais déjà vous poser une première question qui va s'afficher également à l'écran pendant que je vais vous présenter la suite. C'est à mon arrivée. Mon arrivée est prévue dans 3 mois. Et je souhaite réaliser un virement sur mon compte courant avant mon arrivée. Quel montant dois-je virer? Ça, c'est la question qu'on me pose régulièrement. C'est avec combien il faut que je parte en termes de budget. Surtout les étudiants et leurs parents. D'accord. Donc, j'identifie mes dépenses. Déjà, il faut déterminer ce dont on a besoin. Déjà, c'est comment vous allez arriver là-bas. Est-ce que vous allez juste prendre un sac à dos? Est-ce que vous allez avoir un conteneur? Première question. Ensuite, au niveau de l'alimentation, vous pouvez aussi aller sur l'alimentation, par exemple, aller sur un drive. Il y a Walmart qui existe, par exemple, ou plein d'autres supermarchés. Et là, vous faites un drive comme vous feriez en France. Et là, ça va vous établir déjà un premier budget. Il y a tout ce qui est animaux. Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que ça va générer un budget également? Habitation, on va en parler juste après. Je vais vous donner des petits ordres d'idées de loyer. Parce que tout dépend de la ville où vous allez être. Naturellement, ça va être plus ou moins cher. Les enfants, au niveau des gardes, par exemple, et tout ce qui est soins personnels. Tout à l'heure, la Caisse des Français à l'étranger, on a parlé, ça peut être aussi une solution. Et après, vous avez vos loisirs. Tout ce qui est frais de logement, donc ici, sur ce tableau, il y a beaucoup d'informations, mais vous vous rendez compte que tout dépend où vous êtes situé. Là, on parle de Montréal, on parle de Toronto ou de Bruxelles, parce que des fois, il y a des gens qui viennent de Bruxelles aussi, ça nous donne une petite heure d'idée. Là, vous vous rendez compte que suivant l'appartement, en dollars, ça ne va pas donner la même chose. Donc, à Montréal, on va plus être autour de 1 687 $ pour un appartement, une chambre, versus Toronto, où là, on est à 2 500 $. Vous voyez une grosse disparité. Effectivement, le niveau de vie est différent suivant la ville où vous êtes. Donc, pour faire votre budget, prenez pas au hasard, déjà déterminez la ville dans laquelle vous allez arriver. Au niveau des prix d'achat d'appartements, pareil, on se rend compte que pour le prix au mètre carré, vous vous rendez compte qu'à Montréal, on est à 9 000 $, 9 640 $ versus Toronto, où là, on est à 14 150 $. Donc là, l'écart est vraiment très, très différent. Ici, encore une fois, le coût de la vie. Là, on reprend du assez basique. C'est combien va vous coûter l'électricité, le chauffage. Donc ici, vous avez la différence également entre Toronto et Montréal, 110 $ versus 164 $. Les forfaits téléphoniques et Internet, ça, c'est un poste qui est très important aussi à prendre en compte. C'est pas nos 15 € de free ou de peu importe quel autre forfait qu'on peut trouver en France ce ne sera pas les mêmes prix. Là, c'est vraiment un poste qui est beaucoup plus important. On va répondre donc à notre question.
mon arrivée est prévue dans 3 mois et je souhaite réaliser un virement sur mon compte courant avant mon arrivée. Donc, est-ce qu'il faut que je prenne tout l'argent que j'ai sur mon compte actuel? Est-ce que le montant de mon budget annuel, c'est le montant de mon budget annuel prévisionnel? Est-ce que c'est un montant déterminé à l'aide de la réalisation d'un budget individualisé pour les 3 premiers mois? Ou est-ce que c'est 1 000 $ pour commencer? Là, la réponse est, effectivement, c'est un petit peu pour ça qu'on a réalisé un budget avant. C'est toute personne va déterminer le budget dont il a besoin, suivant si vous êtes 1, si vous êtes 2, si vous avez des enfants, etc. Et puis, vous allez, la ville dans laquelle vous allez être. Et là, après, vous pouvez vous dire, je pars avec 3 mois d'avance. Et comme ça, ça me laisse 3 mois pour trouver un job. Et après, hop, retomber sur mes pieds. Je vais vous expliquer également un petit peu qu'est-ce que le système financier canadien. D'accord? Est-ce que jusque-là, on a des questions par rapport à ce qui a été dit? Jusque-là, c'est bon? Dans la salle, c'est bon? Parfait. Donc, comment fonctionne le système financier canadien? Ça, c'est vraiment le gros changement qu'il faut bien comprendre. Basiquement, déjà, en termes de moyens de paiement, globalement, on va utiliser les mêmes moyens de paiement. La différence qu'on va trouver, c'est au niveau des virements Interac. En France, on va appeler ça des virements instantanés. Mais là, ils appellent ça des virements Interac. Et l'objectif, c'est de réaliser un virement, mais avec un mot de passe. Thomas, par exemple, j'arrive à Montréal et puis j'ai un conteneur qui vient d'arriver, mais il faut que je rachète tout ce qui est électrique. Donc, mon grille-pain. Donc, je vais t'acheter mon grille-pain. Et donc, j'arrive chez toi. Bonjour monsieur, votre grille-pain est génial. Donc là, il faut que je t'envoie 20 $. Donc, je vais sur mon application, comme vous feriez en France. Je vais indiquer 20 $. Je vais mettre le numéro de téléphone de Thomas. Et on va se mettre d'accord. Le mot de passe, ça va être grille-pain. C'est bien, non, comme mot de passe. On met grille-pain. Hop, automatiquement, il reçoit l'information sur son téléphone que quelqu'un veut lui envoyer 20 $. Là, il va mettre le mot de passe grille-pain et pof, le virement est arrivé directement dans son compte et moi, je peux repartir avec mon grille-pain. C'est instantané, de la même manière qu'en France. Tout ce qui est chèque, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins, voire même pas du tout. Et il faut savoir que c'est une validité que de 6 mois, contrairement à la France où c'est 1 an et 8 jours. Tout ce qui est utilisation de téléphone, tout ça, ça fonctionne. Après, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est au niveau des prélèvements. Moi, ça m'a beaucoup choquée quand je suis arrivée. Je sais pas toi, Thomas. C'est aussi. Ouais. En fait, les prélèvements sont quasi inexistants. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre la main sur votre budget et c'est à vous de dire je paye, je fais l'effort de payer le virement. Donc, par exemple, la cantine des enfants, faut penser à payer tous les mois. C'est vous qui faites le virement. On ne vient pas faire un prélèvement sur votre compte. Et tout ce que vous allez faire. Après, le pendant, ça va être de pouvoir mettre sa carte, enregistrer sa carte pour pouvoir faire en sorte que le virement soit payé naturellement tous les mois. Je suis encore dans le mauvais sens. On va parler de la différence entre la carte débit et la carte crédit. Alors, au Canada, vous avez 2 cartes. Moi, quand je suis arrivée, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais directrice d'agence bancaire, je me dis, ça c'est simple. Il y a une carte, comme nous, une carte bleue, ça va être la carte débit. Puis la carte de crédit, j'en veux surtout pas, c'est une carte revolving, ils vont me prendre plein d'intérêts et j'en veux pas. Sauf que rapidement, j'ai compris qu'il fallait prendre les deux. Pourquoi? Parce que la carte de débit, chaque carte a une utilité. La carte de débit, elle va vous servir à, comme la carte bleue, retirer de l'argent de votre compte avec un retrait automatique, payer chez le commerçant. Mais par contre, vous ne pourrez pas payer par Internet. D'accord? Et quand on regarde la deuxième, la carte de crédit, là, on voit qu'il y a écrit Visa ou Mastercard. Et c'est ça, quand vous allez ouvrir votre porte-monnaie, que vous allez vous dire, OK, s'il y a écrit Visa ou Mastercard, celle-là, je peux l'utiliser pour Internet. Et donc, elle va vous servir pour acheter sur Internet. Vous allez pouvoir payer chez le commerçant. Mais là, ça se croise. On ne vous conseille pas d'utiliser la carte pour un retrait. Sinon, ça va vous générer des frais. Et aussi, en plus de ça, parce que ce n'est pas qu'une histoire de payer par Internet, la carte de crédit, elle est hyper importante parce qu'elle va alimenter votre code de crédit. Et on va en parler juste après. Avant, je vais vous expliquer la carte de crédit, comment elle fonctionne. En fait, c'est comme une carte à débit différé en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on est le 17 juin,
je reçois ma carte de crédit, pendant un mois, je vais l'utiliser chez le commerçant par Internet, etc. Et puis, à la fin du mois, comme ça se ferait en France, en fait, je vais simplement prendre l'argent qu'il y a sur mon compte puis rembourser l'encours qu'il y a sur ma carte. En France, on ne donne pas forcément de montant. Enfin, il y a des plafonds. Nous, il y a des encours. Et les encours, ça va être au début peut-être $500 ou $1 500 et ça augmentera par la suite. D'accord ? Il ne faut pas dépasser ces encours-là. À la fin du mois, vous remboursez ce qui est en cours. Mais imaginons un mois, c'est pas possible. Vous n'avez pas l'argent sur le compte. En France, ce qui se passe, c'est que ça va quand même être débité de votre compte et ça va automatiquement arriver sur votre autorisation de découvert. Et là, vous commencez à payer des agios. Au Québec, l'autorisation de découvert n'existe pas. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on va vous dire, OK, on vous laisse encore 21 jours de grâce pour payer votre carte que vous devez normalement. Au bout des 21 jours de grâce, jusque-là, vous ne payez toujours pas d'agio, contrairement à la France. Au bout des 21 jours de grâce, là, si vous ne pouvez toujours pas payer, à ce moment-là, vous partez sur toute la partie intérêt. Et ensuite, dès que vous pouvez payer, vous faites le virement d'un compte à l'autre. Vous allez pouvoir avoir accès à votre petite application et vous allez pouvoir répondre. Et on va voir si finalement, vous avez tous compris. Je dois acheter mon transformateur en ligne, parce qu'effectivement, l'électricité, c'est pas la même. Donc, si vous prenez votre matériel électronique et que vous arrivez au Québec, il va falloir prendre un transformateur. Et là, il faut que je l'achète sur Internet. Quelle carte vous allez utiliser? Je vous laisse indiquer en ligne ce que vous allez mettre. Est-ce qu'on a des réponses? Écoute, à 100%, la carte de crédit. Ah, c'est que j'ai bien expliqué. Merci. Je suis contente. Exactement. On continue. Deuxième question. Je paye au service au volant. Vous aurez compris, en québécois, c'est le drive. Quelle carte dois-je utiliser? Est-ce qu'on a des réponses? Ça balance majoritairement sur la carte de débit, mais on a aussi un petit, on va dire 30-40% là sur la carte de crédit. Exact. Écoutez, tout le monde a un petit peu raison, parce qu'en fait, on peut utiliser les deux. Comme on l'a dit, les deux cartes vous permettent de payer chez le commerçant. Vous êtes au drive, vous êtes chez le commerçant, vous pouvez utiliser les deux. Allez, une dernière question. Je souhaite acheter une tuque à 8 $, pardon, au marché de Noël. Première question, qu'est-ce qu'une tuque pour les personnes qui sont présentes? Donc, j'attends la réponse. Oui. Un bonnet. Tout à fait, un bonnet, merci. Exactement, c'est un bonnet et ils disent vraiment une tuque. Alors, voilà. Quelle carte peut me permettre de retirer de l'argent pour aller payer les 8 $ pour acheter ma tuque? « 100%, on est sur la carte de débit. Et Bravo! Merci à tous, vous avez tout compris. On va finir pour parler de la cote de crédit. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la carte de crédit était importante pour votre cote de crédit. La cote de crédit en France, ça n'existe pas. C'est vraiment un phénomène ils ont essayé de l'instaurer à un moment donné, ça n'a pas marché. Mais au Québec et Nord-Amérique, Québec, Canada et Amérique, États-Unis, c'est ce qui est très important. La question qui va apparaître ici, je vais vous laisser le temps d'y répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, comme ça vous allez m'écouter. Qu'est-ce qui impacte ma cote de crédit? Est-ce que c'est payer mon abonnement de téléphone? Est-ce que c'est faire de grosses dépenses à mon arrivée? Est-ce que c'est payer à jour ou en retard qui impacte mon historique de crédit? Ou est-ce que c'est payer mon épicerie en argent comptant? La question va continuer de s'afficher pendant que je vais vous expliquer. Le dossier de crédit, donc, c'est votre réputation financière. C'est un petit peu comme votre casier judiciaire, mais financier. D'accord? Donc, il est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous le demander. Je vais vous expliquer juste après. En fait, c'est comme un petit peu votre permis de conduire, vous avez 12 points. Sauf que là, la différence, c'est que vous en avez jusqu'à 900. Et que quand vous vous faites flasher, vous perdez des points. De la même manière, si vous faites flasher financièrement parce que vous payez en retard ou que vous ne payez pas, ça va vous faire perdre des points. Et ça, tous les mois. Tous les mois, votre cote de crédit, elle va monter, elle va descendre suivant la manière dont vous allez utiliser votre carte de crédit
Et puis après, tous les autres paiements que vous allez faire, que ce soit téléphone, que ce soit prélèvement bancaire, vos prêts si vous les remboursez, etc. Et donc, ça va être hyper important parce que le problème, c'est qu'on va vous demander votre code de crédit, par exemple, quand vous allez louer un bien. Donc, vous allez arriver au Québec. Au début, les quelques mois qui vont suivre votre arrivée, on va dire à peu près 5-6 mois, vous n'aurez pas de cote. Mais passé ce délai-là, vous voulez louer un bien, le propriétaire va vous demander votre code de crédit. Donc, si vous n'utilisez pas, comme moi, au début, la carte de crédit, parce que j'imaginais que c'était une carte revolving qui n'avait rien à voir, vous avez compris. Et en fait, ça alimente pas la cote de crédit. Et donc, le moment où votre propriétaire va vous demander votre code de crédit, vu que vous l'utilisez pas, vous allez avoir une très mauvaise cote. OK? Elle est utilisée aussi pour être parfois, c'est les employeurs qui la demandent. Dans mon cas, je travaille dans un établissement financier canadien, j'ai passé mes entretiens, et puis après, on m'a demandé, au fait, c'est quoi ta cote de crédit? Puis, on peut ne pas être pris à cause de cette cote. Donc, c'est super important de bien comprendre que la cote de crédit est très importante. Donc, je reviens à mes questions. Qu'est-ce qui impacte ma cote de crédit? Est-ce que c'est payer mon abonnement de téléphone? Est-ce que c'est faire des grosses dépenses à mon arrivée? Est-ce que c'est chaque paiement à jour en retard qui impacte mon historique de crédit? Ou est-ce que c'est payer mon épicerie en argent comptant? Est-ce qu'on a une réponse? Alors, on a 86% de réponses sur la réponse C, et puis le reste, on a égalité sur les autres réponses. OK, donc on a un petit peu la bonne réponse. C'est-à-dire là, c'est effectivement, mais du coup, c'est aussi mon abonnement de téléphone parce que chaque paiement que je vais faire, à jour ou en retard, ça va automatiquement impacter. Je vais finir sur notre offre de bienvenue. Il nous reste 3 minutes. Tout va bien, on est dans le timing. Notre offre de bienvenue, c'est quoi? Déjà, ça va être de pouvoir ouvrir votre compte avant que vous arriviez. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez partir, puis dès que vous allez arriver, vous allez tout vendre en France, et puis vous n'aurez plus rien, il va falloir tout racheter de l'autre côté. Et c'est là où, s'il faut attendre que le virement arrive, là, c'est hyper frustrant déjà. Et puis en plus, si vous mettez de l'argent dans vos bagages, c'est aussi très risqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous ouvrir un compte grâce à un code qu'on va vous donner et qu'on va vous mettre aussi sur la conversation. Là, vous avez juste à remplir ce document. C'est 6 pages, ça met à peu près 8 minutes. 48 heures plus tard, vous avez votre RIB, qu'on appelle Specimen Check au Québec. Et là, quelques semaines avant de partir, on va dire 3 semaines avant, vous pouvez réaliser un virement, peu importe le montant, sur votre compte à vous-même. Et après, au moment où vous arrivez au Québec, on vous authentifie. Et le jour même, on va vous donner votre carte de débit. On va commander la carte de crédit, mais on va vous donner la carte de débit et vous allez pouvoir avoir votre argent directement parce qu'on vous aura authentifié. Et croyez-moi, c'est super pratique. En tant qu'expat, je vous le dis. Et si on n'a pas 3 semaines? Le plus tôt est le mieux. C'est le plus rapidement. Là, par exemple, si vous venez ouvrir aujourd'hui, dans 48 heures, vous avez votre RIB et après, vous pouvez l'envoyer. Dans tous les cas, c'est un conseil de l'envoyer, de dire 3 semaines, mais en moyenne, un virement met 5 à 7 jours à arriver. Donc, c'est plus dans le timing. C'est un peu comme un mariage. On va prendre le traiteur au début et puis à la fin, on achète les dragées. Là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, ouvrez le compte dès que vous savez que vous partez. Deuxième étape, je fais le virement 3 semaines avant, histoire d'être bien, d'avoir le temps. Et des frais de virement? On en parle justement. Merci pour la question. Il y a 3 coûts. Au moment où vous allez voir votre banque, elle va déjà prendre des frais de virement qui vont être soit proportionnels, soit fixes. Les frais de taux de change, vous demandez à votre banquier français de faire le change en France et pas au Canada, ça vous coûtera moins cher. Et après, vous avez un 3e frais à réception dans l'établissement financier au Canada et nous, ce sera 15 $. Donc, vous aurez compris, ne faites pas des virements régulièrement. Sinon, vous avez aussi Wise où là, ça peut être aussi moins cher. Je finis avec l'offre. Vous avez un code QR. Pour ceux qui sont à distance, on vous a mis dans la conversation le lien. Vous pouvez ouvrir votre compte directement avec ça. Donc, c'est gratuit pendant 2 ans pour les travailleurs, que ce soit pour votre compte courant, pour votre carte de crédit, d'accord, pendant 2 ans. Et également, vous avez l'assistant juridique qui vous couvre
Si par exemple vous avez un bail et puis vous ne comprenez pas vraiment ce qui est écrit dans le bail parce que c'est écrit à la québécoise et que les mots ils sont pas pareils, appelez-les et demandez si ça veut dire la même chose que ce que vous comprenez. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai juste une question, je ne sais pas si c'est vous qui pourriez y répondre, mais dans le cas de, vous avez parlé dans le cas de louer un logement et qu'une personne, un nouvel arrivant, par exemple, n'a pas d'historique de crédit encore. Oui. Est-ce que vous savez quel type de documents il pourrait fournir, par exemple, en arrivant en France, qui pourrait pallier à ça? Oui. Alors, pour les internautes qui n'entendent peut-être pas la question était de savoir qu'est-ce qu'on peut donner quand on arrive sur place pour justifier au propriétaire qu'on est solvable. Moi, ça m'est arrivé. Alors, ce qu'on a fait, c'est étant donné que mon conjoint avait déjà un job sur place, enfin, allait avoir son job déjà, en fait, on a demandé aux ressources humaines de justifier le salaire en disant, voilà, on est embauché à telle date et donc il y aura tant de revenus. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander à votre banque française de justifier que vous avez un solde, votre solde, ou en tout cas que vous êtes solvable et que vous êtes un bon payeur. Ça peut être une solution. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il est nécessaire de garder son compte en France quand même ou pas? Oui, gardez votre compte en France. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que pour les cadeaux de Noël, quand on ne peut pas se déplacer, c'est vachement pratique. Parce que quand vous allez faire un Amazon.fr ou Amazon.ca, pas Amazon.fr, vous pouvez payer en euros. Et ça, c'est pratique parce que sinon, vous ne pourrez pas faire Amazon.ca. Enfin bref, du coup, ça va vous générer des frais. De deux, si vous retournez en France, vos euros ne vont pas être impactés par le taux de change. Ça aussi, c'est bien. Ça ne sert à rien de faire voyager de l'argent et de faire des frais. 3, ce qui est moins agréable, moins sympa à parler, mais il faut en parler, c'est parfois, il y a des décès et il y a des successions. Et là, on va vous demander d'ouvrir des comptes. Et moi, des fois, j'ai des notaires de Montréal qui m'appellent et qui me disent, Julie, est-ce qu'on peut ouvrir un compte à un client qui est au Canada? Oui, mais le banquier dit qu'il faut qu'il se déplace. En fait, payer un billet d'avion à 500 $ pour ouvrir un compte bancaire, c'est un peu gênant. Donc, gardez-les. Et puis après, souscrivez, par exemple, à une assurance vie en France qui peut être très bien. Vous bloquez ça en termes d'assurance vie. Vous avez l'autorité fiscale. Si vous retournez, vous pouvez être bien. Et après, pour faire nos virements, mettons nous nos retraites ou quoi que ce soit, il suffit de prévenir nos caisses de retraite qui... Normalement, c'est possible. Si ce n'est pas possible, je vous encourage à faire des virements tous les trimestres et pas tous les mois. Sinon, après, on peut en parler ensemble, mais il peut y avoir d'autres solutions si vous voulez vraiment faire des virements. Ou alors on prévient notre caisse de retraite, ils font directement le virement chez vous. Certains l'acceptent, d'autres ne l'acceptent pas forcément. Mais certains l'acceptent. Nous avons quelques questions en ligne. Donc, la première qui est peut-on alimenter notre compte en euros si nous disposons toujours d'un compte épargne en France? Alors, on peut faire un virement international en euros. Enfin, quand vous avez des euros en France, il faut transformer ces euros en dollars canadiens que vous allez déposer sur un compte en dollars canadiens. De la même manière, si vous avez des dollars canadiens et que vous voulez rapatrier des fonds en France, à ce moment-là, vous allez également faire le change, soit au Canada, soit en France, de la même manière. Dans les deux cas, vous pouvez faire des transferts d'argent. Une autre question, est-il possible d'ouvrir ou de gérer un compte chez Desjardins quand notre arrivée est prévue dans la province de l'Ontario? Oui. Alors, je vous confirme que Desjardins est présent au Québec et en Ontario. Et on a des caisses qui sont un petit peu partout aussi. Donc, aucun problème. J'ai une dernière question aussi. Oui. Parce qu'en France, on a dans nos banques des plans épargne et du type. Oui. Est-ce que c'est le même système au Canada? Non. C'est pas le même système. D'ailleurs, peut-être que tu vas en parler après. Oui. Donc, c'est parfait. On va lui laisser la main. Parce que c'est effectivement pas du tout la même chose. C'est tout ce que j'ai dû réapprendre justement parce que tout était différent. Et c'est super intéressant à comprendre. Voilà. Mais après, la question se pose, est-ce que je garde les enveloppes en France ou pas? Et ça, il faut le faire individuellement. Chacun se pose les bonnes questions par rapport à ses projets personnels.
il faut prévenir sa banque en France qu'on s'en va. Oui, faites-le. Et puis après, si même vous pouvez donner mandat sur votre compte à quelqu'un de proche, comme ça, vous pouvez être tranquille sur certaines opérations, c'est pratique. Je vais prendre la dernière question. Après, il y a Thomas. Par rapport au PER, au PEA, etc., le titre, s'il y avait des transferts, s'il y a des choses équivalentes, j'imagine que c'est un peu plus complexe. Ouais, c'est différent. Puis encore une fois, c'est individuellement que ça se joue par rapport au choix et l'avenir que vous voulez faire de votre expatriation. Si vous partez 1 an ou si vous y allez toute la vie, les choix sont différents. Voilà. Merci beaucoup. Ok, parfait. Merci Julie. La merci à toi. Elle était top. Merci à la Maison d'Expatriation pour l'organisation de l'événement. Donc, on va parler d'un sujet qui nous passionne tous, hein, la fiscalité. Non, je rigole évidemment, mais donc moi, avant je vais commencer. Donc moi, c'est Thomas Magré. Je suis directeur associé du cabinet MSJL. Donc, on est implanté à Montréal. Je suis de Montréal. J'habite à Montréal. Je suis venu justement exprès pour l'événement. Je suis venu avec mon associé Amandine Barrault, qui est juste derrière, que je ne vois plus, qui est juste là, pardon, qui est associée du cabinet, qui gère justement toute la fiscalité des particuliers au Canada. Donc, vous voyez, on a 2 petits points aussi aux US, parce qu'on est aussi implanté aux US. On est à New York, Miami, et on va ouvrir Toronto, là, courant fin 2025, début 2026. Donc, on va parler évidemment de tout ce qui est… d'abord, au préalable, on va parler de la notion de résidence fiscale, c'est à partir de quand on doit déclarer nos impôts au Canada. On va parler évidemment de la base, donc l'impôt sur le revenu au Canada, et après toutes les particularités liées surtout à votre patrimoine étranger. Encore une fois, comme Julie, n'hésitez pas à me couper, à poser des questions, et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je peux répéter évidemment. Pas de souci. Le premier point, c'est la notion de résidence fiscale, c'est-à-dire à partir de quand on est considéré résident fiscal canadien. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments. La première chose, c'est la notion temporelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on reste plus de 183 jours au Canada, on est résident fiscal canadien. Mais il n'y a pas que ce point-là. Il y a l'aspect aussi économique. Est-ce que je viens pour un business? Est-ce que je viens pour être salarié? Est-ce que je viens justement apporter finalement à l'économie canadienne? Et le dernier point, c'est surtout familial. C'est-à-dire que à partir du moment qu'on vient avec sa famille, son mari, ses enfants, et qu'on y loue un appartement, qu'on achète une maison, évidemment, on y est là pour s'installer, donc on oublie la résidence fiscale française et on transfère vers la résidence fiscale canadienne. On n'est pas obligé de respecter les 3 points que je viens de vous dire. Par exemple, si on arrive en novembre et qu'on y vient s'y installer, on n'a pas respecté les 183 jours. Mais on change quand même de résidence fiscale parce qu'on vient s'installer, on vient finalement apporter à l'économie canadienne et s'y installer finalement concrètement. Il y a des nuances. Les nuances qu'on peut avoir, c'est quand on est seulement de passage, quand on a seulement une mission, dépendamment aussi de notre permis de travail, de notre visa, etc. Donc ça, évidemment, c'est au cas par cas. Mais de manière générale, quand on vient s'installer, travailler, apporter à l'économie, et en plus d'un point de vue temporel, on change de résidence fiscale. Donc, résidence fiscale canadienne, et du coup, on oublie la française, on passe en tant que non-résident français. Donc, ça n'empêche pas qu'il faut faire quand même la déclaration française. Et avant que je continue, peut-être… la première année, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce que vous avez votre changement de résidence fiscale, vous n'êtes plus résident fiscal français à partir de votre date de départ, et vous devenez résident fiscal canadien à date d'arrivée au Canada. Souvent, quand on pose le pied, quand on arrive, on est résident fiscal canadien. Donc, on va devoir faire 2 déclarations, la française, la canadienne, et elles sont importantes parce que je vais y venir après. Toutes les informations qu'on va enregistrer sur la première déclaration canadienne, c'est c'est ce qui va finalement vous suivre toutes les années. Je vais y venir juste après. Donc, on commence par l'impôt sur le revenu au Canada. Donc, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de foyer fiscal au Canada. On va faire une déclaration. Si on a un couple, on fait une déclaration individuelle pour madame et on en fait une pour monsieur. Les enfants ne rapportent pas d'argent, ils ne rapportent pas de part fiscale en plus. Au contraire, moi j'ai 3 enfants, donc je peux vous dire que ça ne rapporte pas beaucoup plus. Mais on a potentiellement des déductions possibles. C'est-à-dire, par exemple, les frais de garderie sont déductibles d'impôts, à condition qu'ils soient éligibles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les frais de garderie qu'il peut avoir, parce qu'en fait, il y en a 2. C'est les subventionnés et non subventionnés. Quand c'est subventionné, ce n'est pas déductible d'impôts. En même temps, ça coûte très peu cher. Et par contre, quand c'est non subventionné, là, on peut déduire ces frais de garderie directement sur nos impôts.
On a aussi d'autres déductions possibles, les frais de scolarité, mais en même temps, c'est pas toutes les frais de scolarité, ça dépend, surtout du niveau de scolarité, c'est le post-secondaire. Avant, on ne peut pas déduire les frais de scolarité. On peut déduire nos frais médicaux, on l'indique là d'ailleurs, on peut déduire nos frais médicaux, c'est quand même très bien, parce que évidemment, il y a la RAMQ, donc l'équivalent de la sécurité sociale ici, mais il y a des éléments qui ne sont pas pris en charge, il faut garder les factures, et on peut les venir déduire en fin d'année sur notre déclaration d'impôt. Et en parlant de fin d'année, la déclaration d'impôt, la date limite est au 30 avril de chaque année suivante. En France, on connaît qu'il y a plusieurs dates en fonction de des départements ou des régions. Ici, c'est vraiment au 30 avril pour tout le monde. Et on rigole pas, faut surtout pas dépasser la limite, parce que les pénalités et les intérêts sont applicables directement et il n'y a pas de remise gracieuse. Je vais y venir juste après sur deux formulaires qui sont très importants, si on est éligible évidemment, mais les pénalités sont fortes. On est en Amérique du Nord, donc le Canada suit les US, ils rigolent pas là-dessus sur la compliance, c'est-à-dire qu'il faut respecter toute déclaration et en tout cas à bonne heure. Okay. Donc effectivement, je reviens un petit peu sur le sujet, c'est-à-dire qu'on va faire une déclaration pour madame, une déclaration pour monsieur, c'est une déclaration individuelle, donc chacun va avoir notre propre taux d'imposition. Donc dépendamment des revenus déclarés, chacun va avoir son propre taux d'imposition. Après, s'il y a des revenus communs, comme notamment des revenus fonciers, on sépare en deux en fonction du taux de détention finalement de ce bien-là. Et peut-être avant que je continue aussi, ce qui est important de savoir, vous le savez déjà peut-être, mais on a une imposition, une double imposition, enfin une imposition différente, parce qu'on a une imposition fédérale qui est canadienne et une imposition provinciale donc qui est par province. Donc c'est-à-dire qu'on a un taux combiné finalement en fin d'année, dépendamment dans quelle province on réside. Et donc, ça veut dire qu'on va payer un impôt directement au Canada, au fédéral, et son impôt directement à la province, parce que les provinces sont indépendantes fiscalement. Donc, on ne va pas avoir le même taux d'imposition, dépendamment dans quelle province on habite. Effectivement, le Québec, parlant du Québec, évidemment, il y a d'autres provinces, c'est la province la plus taxée du Canada, qu'on soit clair. D'ailleurs, petite question avant qu'on continue. Selon vous, est-ce qu'on est plus taxé au Canada ou on est plus taxé en France ? Au Canada, oui, effectivement, on est plus taxé, alors que pourtant on pense qu'en France on est bien servi. Pas du tout. Au Canada, on est aussi, et surtout au Québec, on est dans la province la plus taxée du Canada, et on peut monter jusqu'à 53% d'imposition. Alors évidemment, il faut les revenus avec, mais en fait, le fédéral a sa propre grille, et le Québec, alors je parle du Québec parce que je suis de Montréal, mais évidemment c'est la même chose pour les autres provinces, ont leur propre taux d'imposition, grille d'imposition aussi également. Donc pour le Québec, on peut monter jusqu'à 53% maximum, ce qui n'est pas rien et ce qui n'est pas à prendre à la légère. Et surtout, autre point, on est non seulement imposé sur nos revenus canadiens, mais on est aussi imposé sur nos revenus mondiaux et sur notre patrimoine mondial. Donc, c'est-à-dire que si on s'expatrie et qu'on réside au Canada et qu'on devient résident fiscal canadien, je vais payer mes impôts au Canada sur mes revenus canadiens, mais aussi sur les revenus que je peux potentiellement toucher à l'extérieur du pays, notamment la retraite, les revenus fonciers, les revenus de placement. Justement, vous avez parlé de PEA tout à l'heure, on va y parler. On va en parler justement parce que finalement, c'est des choses à laquelle il y a beaucoup de compliance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à déclarer. Des fois, il y a très peu d'imposition. Mais malheureusement, il faut quand même tout déclarer. Il faut déclarer tous nos revenus mondiaux. Je vais y venir juste après. Voilà, les revenus de source étrangère. Donc, en fait, il existe une convention fiscale entre le Canada et la France qui évite justement cette double imposition. C'est-à-dire qu'on se dit, attends, je paye mon impôt déjà en France sur ces revenus fonciers-là, je ne vais pas repayer l'impôt au Canada. Et même chose pour les autres revenus, évidemment. Et ben non, justement, cette convention fiscale évite la double imposition. Ça veut dire qu'on utilise l'impôt payé en France déjà dans le pays source. En soi, je parle de la France, mais ça marche aussi avec d'autres pays. Il y a une convention fiscale avec d'autres pays, comme notamment la Belgique, etc. Et on va prendre cet impôt-là qu'on a payé dans le pays source, on va venir déduire de l'impôt Canada. En soi, la logique à avoir, c'est qu'au Canada, sur nos revenus étrangers, on paye l'impôt, en fait, on paye seulement la différence s'il y en a une, d'impôt. Okay. Donc, on est imposé sur nos revenus fonciers, imposé sur nos revenus de placement, notamment le livret A. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais le livret A, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais surtout qu'il est plafonné à 20 000, si je ne dis pas de bêtises. Mais effectivement, on est imposé sur tout revenu de source étrangère. Revenu d'intérêt, revenu foncier, salaire étranger ou dividende étranger si on est actionnaire d'une société étrangère également.
donc je vais passer à l'étape d'après. Surtout sur le patrimoine immobilier, c'est ce qu'il y a de plus commun en soi quand on s'expatrie au Canada et qu'on a gardé un peu de patrimoine à l'étranger. On doit imposer évidemment ces revenus-là en France. On doit également les déclarer au Canada. Je vais vous parler de 2 formulaires qui sont les formulaires les plus importants. Je vous demande juste de retenir ça. Après, je vais éviter de vous parler en code. Mais en tout cas, on a la T1135, qui est finalement une photo de votre patrimoine étranger. Donc, que ce soit immobilier, compte de placement, on doit déclarer tous les comptes de placement étrangers, que ce soit l'IVA, compte courant, PEA, compte de titre, tout ce qu'on peut avoir, crypto-monnaie, d'ailleurs en ce moment c'est à la vogue, mais crypto-monnaie aussi c'est à déclarer, et bien immobilier, on doit détailler dans cette T1135-là. Si on ne déclare pas cette T1135-là et qu'on nous oublie de la déclarer, c'est 2 500 $ de pénalité par an et par personne. Et il n'y a pas de délai de prescription. C'est-à-dire que déjà, ce formulaire-là, on doit le déclarer si on dépasse déjà 100 000 $ de patrimoine. Dollars, hein, pas euros. Donc évidemment, il faut faire la conversion. Si on dépasse 100 000 $ de patrimoine à l'étranger, on doit absolument faire ce formulaire-là. Parce que c'est un régal, j'ai envie de dire, pour le fisc canadien, parce que une fois qu'ils sont au courant, ils peuvent remonter jusqu'à 15 ans. On a eu un client d'ailleurs récemment qui n'était pas au courant de ce formulaire-là. Nous, on l'a averti et il a fallu remonter sur 15 ans avant qu'il soit rattrapé. Et c'est 2 500 $ par personne, par an. Vous voyez à quel montant ça peut monter. Les US, c'est 10 000 $. Il y a le même formulaire aux US, c'est 10 000 $ pour ce formulaire US. Donc, en Amérique du Nord, alors là, je vous fais peur, hein, mais effectivement, c'est juste un formulaire à pas oublier, mais mine de rien, faut pas l'oublier. Voilà. Parce que quand la vente se fait, en fait, en France, par exemple, moi, j'ai eu le même cas aussi avec un client. Quand la vente se fait, en fait, les notaires inscrivent la vente et donc ça remonte tout et automatiquement, Exactement. Et même avant que je continue, c'est très bien ce que tu dis parce que on peut se dire, si je déclare pas, comment ils peuvent le savoir? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle déjà dans un premier temps, où tout le monde, même le gouvernement investit là-dedans, les remontées d'infos vont aller beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement. En tout cas, moi, je le pense et on le voit déjà. Et surtout, les banques communiquent entre elles. C'est-à-dire que tous les contrôles, toutes les rattrapages d'impôts qu'on a eu au Canada, en tout cas, ont été très souvent liés par le fait que la banque a transmis les informations au fisc canadien, les avertissant de ce qu'ils ont au Canada, en France. Voilà, il y a une étiquette pour tout le monde et encore une fois, je rebondis là-dessus, c'est un régal pour le fisc. 2 500 $ par pénalité, par formulaire oublié, ça va très vite, quoi. Il n'y a même pas besoin de faire trop travailler leur contrôleur. Oui. Et du coup, il faut faire ces déclarations le 30 avril max pour l'année. L'année précédente, bien sûr. C'est 30 avril, N+1. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Donc, et évidemment, les 100 000 $ sont à prendre en compte au taux de change, à date d'arrivée au Canada. Ouais. Donc là, en ce moment, c'est pas l'avantage de tout le monde, quoi. Donc effectivement, ça peut faire peur, mais c'est juste un formulaire finalement déclaratif. Et si on a des revenus liés à ce patrimoine-là, on doit les déclarer également et déduire l'impôt français qu'on a déjà payé en France. La logique, elle est là, seulement ça. Donc effectivement, pour les biens immobiliers, peut-être ce que je peux évoquer, c'est que il y a beaucoup de structures juridiques qui existent pour les biens immobiliers en France. Les SCI, LMNP, biens meublés, non meublés, etc. Au Canada, ça n'existe pas. Il y a 2 choses, c'est location personnelle, c'est-à-dire que le bien m'appartient directement, je déclare les revenus moins les dépenses et je paye l'impôt sur la différence. Okay. Et sinon, un bien immobilier directement détenu par une société. Voilà, c'est deux seules différences. Donc, on va déclarer de manière assez classique au Canada, calculer l'impôt à payer, on va déduire l'impôt en France. Par contre, justement, c'est intéressant d'en parler rapidement. La LMNP, que beaucoup de gens utilisent ici, beaucoup de Français utilisent, a un avantage du fait qu'on ne paye pas d'impôt en France. Par contre, au Canada, on va en payer. Et au Canada, on va vouloir déduire l'impôt français, mais il n'y en a pas. Donc, en soi, l'avantage fiscal que vous avez au Canada sur ce régime-là, finalement, vous ne l'avez pas au Canada. Donc, ça peut être assez perturbant, mais bon, c'est à prendre au cas par cas. C'est pour ça qu'il est très important
de contacter, bon, c'est facile à dire parce qu'évidemment c'est notre business, mais dans le sens, il faut contacter un comptable avant, en tout cas un fiscaliste avant de venir au Canada pour faire le tour de votre patrimoine si vous en avez un, en tout cas de votre situation pour anticiper certains points. Évidemment, on va pas pouvoir, on n'a pas de baguette magique, on va pas pouvoir enlever toute l'imposition, mais on va pouvoir anticiper certains points. Comme par exemple, si on a un bien immobilier en France, il faut le faire estimer. C'est-à-dire, parce que je vais y venir après, il y a la notion d'exit tax. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à anticiper. On peut optimiser certains points, mais malheureusement, en fonction de certaines situations, c'est inévitable et on n'est pas dans la meilleure situation fiscale. On a des optimisations possibles, je ne vais pas en parler, c'est au cas par cas, mais je vous ai parlé tout à l'heure de revenus moins dépenses, il y a aussi d'autres optimisations comme l'amortissement du bien, mais ça a des conséquences derrière. Il faut être au cas par cas là, c'est beaucoup trop spécifique pour vous en parler aujourd'hui, mais il existe certains tips en tout cas. Patrimoine immobilier, c'est la même chose. On doit déclarer tout ce qu'on a à l'étranger, donc plan d'épargne entreprise, actions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le PEA, c'est un compte bancaire, mais c'est un compte d'action, compte de titre également. Et on est imposé, on doit déclarer tout mouvement d'action, c'est-à-dire que toute acquisition, toute cession et tout dividende reçu de ces actions-là. C'est-à-dire que si on vend une action pendant qu'on est au Canada, souvent le PEA c'est de l'achat-revente très, très régulière, on doit déclarer son acquisition et sa cession. Et s'il y a une plus-value, et en plus de ça, avec le taux de change, lui, se ramène aussi pour mettre un peu pour mijoter tout ça. Et s'il y a une plus-value, on est imposé dessus. Donc, les plus-values au Canada sont imposées finalement à 50%. Admettons, je fais 100 de plus-value, on prend 50%, donc 50, qu'on réintègre dans nos revenus et on est imposé sur notre taux d'imposition habituel. Donc, ça marche évidemment pour les actions, ça marche aussi pour les biens immobiliers. Si je suis au Canada et que je vends ma maison en France, c'est la même chose. Donc, au Canada, quand on va arriver, on va enregistrer la valeur de notre bien étranger. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, justement. On va enregistrer finalement la valeur de notre maison, admettons, en France. Et si je la vends pendant que je suis au Canada, on doit faire le calcul suivant. Prix de cession moins prix de ce bien-là, date d'arrivée au Canada. Et je suis imposé sur la prise de valeur, donc la plus-value à ce moment-là. Donc, il est intéressant de justement, le petit tips, c'est de faire surestimer son bien à date d'arrivée au Canada. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, un mois avant, idéalement, c'est d'appeler un agent immobilier qui estime notre bien immobilier la valeur la plus haute possible. Parce que quand on va devoir justifier au fisc l'inscription de cette valeur-là, dire, écoutez, je l'ai fait estimer, elle vaut ce prix-là. Et si on fait de la valeur la plus haute, si jamais il y a plus-value, s'il y a cession pendant que vous êtes au Canada, alors c'est vrai qu'au départ, on a dû se dire, non, je ne vais pas la vendre. Mais évidemment, on ne sait pas qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans même 20 ans. Donc, optimisons un maximum cette situation-là et ça permettrait justement de limiter la casse. Donc, ça marche aussi pour les stock options, très spécifique, ça, je pourrais faire un cas par cas pour si ça concerne des personnes ou s'il y a des questions sur le chat, évidemment. Et on a l'assurance vie. Alors, l'assurance vie française n'est pas considérée comme assurance vie au Canada. Elle est considérée comme compte de placement étranger. Donc, si on a une assurance vie en France, on est imposé sur sa prise de valeur annuelle. Je m'explique. Début d'année, elle vaut 200 000. Fin d'année, je suis à 250 000. Bon, c'est une belle prise de valeur. Ça n'existe pas trop, mais on veut plutôt dire 200 000, 210 000. Okay, j'ai rien mis dedans, ça a pris 10 000. Je suis imposé sur 10 000. Clairement. Vous ne le touchez pas, ce n'est pas tangible. C'est juste une prise de valeur de votre assurance vie. Mais mine de rien, on est imposé dessus. Chaque prise de valeur de votre assurance vie est imposable chaque année. Donc, évidemment, si l'assurance vie française est à 5 000, bon, l'impact est moins gros. Mais quand on commence à avoir de belles assurances vie à 200, 300, 400 000, voire même plus, l'impact peut quand même être assez énorme. Surtout avec le marché actuel où c'est un peu la folie de partout. Honnêtement, surtout si elle est valorisée en actions, ça peut monter très haut. On a eu une année assez folle où toutes les assurances vie se faisaient impacter fiscalement. En France, on ne se fait pas du tout impacter dessus. On est impacté au moment du déblocage. Mais au Canada, chaque année, vous payez de l'impôt sur quelque chose que vous n'avez même pas touché. Donc, ça, encore une fois. Alors, il existe des produits, justement, je reviens sur ce que disait Julie tout à l'heure. Il existe aussi des produits d'assurance vie au Canada qui sont tout aussi intéressants. Alors, ça dépend de votre situation. Ça dépend si vous restez que 2 ans. Bon, moi, c'est quand même peut-être pas si rentable que ça. Mais si vous restez plus longtemps, il faut quand même penser, il y a de beaux produits et qui, eux, sont pas imposés de la même manière qu'une assurance vie française. Oui. Si on a des unités de compte dont la valeur fluctue mais qui ne touchent pas d'intérêt fixe chaque année, c'est évalué comment? Dans votre assurance vie, ouais. En fait, c'est seulement la prise de valeur. C'est-à-dire qu'on va prendre la prise de valeur de votre assurance vie à soit à date d'arrivée, mais si vous êtes là depuis, on va prendre au 1er janvier, moins sa prise de valeur
en fin d'année. Donc, si, en fait, on prend la fin d'année moins le début d'année. That's it. Si on voit qu'il y ait plus, vous êtes imposé dessus. Pour les fluctuations en bourse, c'est vraiment juste 1er janvier, 31. Tout à fait. Ce n'est pas en cours d'année. Par contre, si vous quittez le Canada en cours d'année, on va prendre la date de départ du Canada. Okay. Même chose si on arrive. Même chose si vous arrivez. Le départ, ce sera effectivement. Ouais. Et taux de change rentre dedans, évidemment. Encore une fois. Oui, vous avez une question derrière? Non? Non, pardon. Donc la T1135, je vous en ai parlé tout à l'heure, formulaire qu'il ne faut absolument pas oublier si on dépasse 100 000 $, je vois que je parle beaucoup, que le temps file. Pardon. La T1135, évidemment, je vais pas en reparler encore une fois. La T1134, c'est un cas spécifique, c'est que c'est le deuxième formulaire important, mais qui est moins régulier, mais en tout cas, si on l'a, c'est important de le faire. C'est si on s'expatrie au Canada et qu'on détient une société à l'étranger, on doit absolument déclarer une T1134 par société étrangère détenue, à plus de 10%. Alors, plus de 10%, mais c'est à prendre avec des pincettes, parce que, admettons, j'ai 2% dans une société qui est détenue par le reste, par mon père. Et ben en fait, on va prendre le pack familial, c'est-à-dire que c'est père, mère, frère, sœur, enfant. Donc, j'ai peut-être que 2%, je ne dépasse pas les 10%, mais mon père a le reste, je dois faire une T1134. Absolument. Encore une fois, T1134 pas produite, 2 500 $ de pénalité. Cette fois-ci, c'est par personne et par société oubliée. Donc, ça peut aller très vite. Voilà. Oui. Si la société est mise en sommeil lors du départ au Canada. T1134 aussi, hein. T1134 également. Oh oui. Oh oui. Au vu du. Là, c'est imposé sur l'augmentation de la valeur. Alors, là, c'est seulement déclaratif. Après, là, je vois le temps qui court, mais en clair, on va dupliquer les états financiers de cette société-là sur cette T1134-là. Et on va, finalement, déjà, ça leur sert de voir si vous avez déclaré tous les dividendes, si vous avez perçu des dividendes étrangers sur cette société-là, et aussi de potentiellement être imposé sur des revenus passifs. Alors, on calcule ce qu'on appelle un REATB. Bon, je ne vais pas rentrer tant dans le détail, mais en clair, ça leur sert à déterminer si vous avez des revenus de placement sur une société étrangère que vous pouvez, finalement, être imposé à titre personnel au Canada. Okay. Donc ça, c'est pas T1134 par société et non pas une T1134 pour toutes vos sociétés. Donation, donc ça veut dire que si vous êtes au Canada et que vous avez une donation de succession, pas d'imposition. Okay, vous êtes imposé en France en fonction des règles françaises, évidemment, mais au Canada, il n'y a pas d'imposition. La seule différence, c'est qu'évidemment, si on vous cède un bien, ça rentre dans le cadre de votre T1135. Donc dans votre patrimoine. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que si on reçoit de l'argent, un bien en donation, l'année suivante, il faut la déclarer. Dans la T1135. Égal, ouais, tout à fait. Et le dernier élément, après comme ça on va pouvoir laisser un peu de temps pour les questions, c'est l'impôt de départ canadien. Justement, je vous en parlais brièvement tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'exit tax. C'est-à-dire que, voilà, très bien, on habite au Canada, on s'y sent bien, on reste plus de 5 ans, et finalement, on a une raison qui nous fait rentrer en France. Sur notre dernière déclaration d'impôt canadienne, on a ce qu'on appelle l'exit tax, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de votre patrimoine étranger total, moins sa valeur à date d'arrivée au Canada, et vous êtes imposé sur la prise de valeur latente de votre bien étranger. Oui, donc je m'explique, c'est plus simple à expliquer pour les biens immobiliers. Voilà. Donc moi, je suis arrivé au Canada en 2020. J'ai estimé que ma maison valait 100 000 $. Très bien, j'ai eu la T1135 d'ailleurs. Je fais la T1135. Je suis resté 10 ans au Canada et je veux rentrer en France finalement. Ma maison ou mon appartement, plus un appartement, je pense, bon, en tout cas pas à Paris, mais, vaut 200 000 $. Donc je suis imposé sur 100 000 $. 50% des 100 000 $, donc 50 000 $ qui rentrent dans vos revenus et qui est imposé à votre taux d'imposition. Encore une fois, vous ne l'avez pas vendu votre appartement, donc vous êtes imposé finalement sur la prise de valeur latente de votre bien. Là, je parle d'un bien. Imaginons que vous avez un patrimoine assez conséquent, 2, 3 biens, ça peut aller vite. Donc, c'est à partir de 5 ans de résidence fiscale, c'est 60 mois. À partir de 5 ans de résidence fiscale, c'est-à-dire que si vous quittez le Canada avant 5 ans, alors, je n'incite pas évidemment à quitter le Canada, mais en tout cas, si vous quittez le Canada avant 5 ans, vous n'avez pas d'exit tax sur vos dernières déclarations. C'est 60 mois de résidence fiscale. Donc, effectivement, les 5 ans sont quand même, en tout cas, d'un point de vue fiscal, assez déterminants et potentiellement impactants pour vous.
vous quittez le Canada au bout de 5 ans et 1 jour, exit tax. Bon, on pourra jouer. Évidemment, il y a moyen de jouer. Là, j'exagère un peu. Il y a quand même moyen de jouer. Mais en tout cas, si vous quittez le Canada au bout de 5 ans et 3 mois, exit tax sur votre dernière déclaration d'impôt, donc on prend tout votre patrimoine étranger et vous êtes imposé sur la prise de valeur. Donc ça marche pour les biens immobiliers, ça marche pour les actions. Vous avez des actions que vous n'avez jamais cédées, mais qui, mine de rien, ont pris de la valeur. Par exemple, les stock options. Donc voilà, vous avez des stock options en groupe, admettons, et vous les avez acquis pendant ou avant que vous étiez au Canada. Pardon, j'ai tapé sur le micro. Et ben, vous les avez jamais vendus. Malgré tout, vous quittez le Canada au-delà de 5 ans. Exit tax, donc imposition sur la prise de valeur de vos actions. Oui, j'ai vu qu'il y a une question. C'est juste les biens de toute source, ça? C'est les biens étrangers, oui. Juste étrangers. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, si on a déplacé tous nos avoirs au Canada, qu'on quitte le Canada pour devenir résident fiscal ailleurs, on ne paye pas. Oui, alors il faut les déplacer avant de venir au Canada. Parce que si vous fermez le PEA, c'est comme si nous, vous avez fermé, donc cédé. Donc ça veut dire que vous êtes imposé là alors je parle de PEA, mais on peut parler d'autres choses, hein, évidemment. Mais sur des actions, admettons que vous détenez avant d'arriver au Canada, il faut les vendre. Parce que si vous le faites pendant que vous êtes au Canada, finalement, vous payez s'il y a prise de valeur, en tout cas, et aussi il y a la notion de taux de change. Bon, évidemment, c'est à calculer au cas par cas, mais effectivement, il n'y a pas d'exit tax. C'est seulement sur les biens étrangers. Encore une fois, sur l'exit tax, il y a plein de particularités. Je ne vais pas les nommer aujourd'hui parce que sinon, on va y rester encore 2 heures. Mais en tout cas, il y a certaines nuances. Je parle de manière générale, ça à regarder au cas par cas. Mais effectivement, l'exit tax, c'est vraiment pas à prendre avec des pincettes. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. C'est la première déclaration d'impôt. C'est là où vous allez inscrire toute la valeur de votre bien, de votre patrimoine étranger à date d'arrivée au Canada. Donc, c'est très important. C'est pas à prendre à la légère parce que c'est ce qui va vous servir de base dans 5 ans. Alors, je parle de 5 ans. 5 ans, c'est long, mais en même temps court. Imaginez, au bout de 20 ans, la prise de valeur de tout ce patrimoine-là, ça peut être assez conséquent. La date d'arrivée au Canada, c'est la date d'entrée sur le territoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si on ne travaille pas, si on ne génère pas de revenus. Alors, ça dépend avec quel permis on vient, mais effectivement, si on vient avec un PVT, si on vient avec un permis d'études, si on vient avec un… Comment ? C'est quoi, c'est un jeune pro? Non. EIMT? Je suis mon conjoint. Ah, ok, donc oui, vous serez conjoint de fait. Oui, tout à fait. Ouais, résidence fiscale à date d'arrivée. Ouais. Alors après, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des moyens d'optimiser, c'est-à-dire que si on quitte le Canada pour des vacances, ça peut marcher, ça peut jouer sur la notion de résidence fiscale. Mais là, on va vraiment chercher quelques jours. Voilà. Ok. On va en parler. Mais en tout cas, effectivement, la barre des 5 ans est vraiment, comment dire, elle peut avoir un impact assez conséquent et peut vous amener justement à décider. Évidemment, on prend un comptable en fonction de notre niveau de patrimoine, donc si on a qui ne connaissent pas la fiscalité étrangère, comme par exemple la fiscalité en France. Si vous avez du patrimoine en France, alors je ne sais pas que j'ai fait ces problèmes évidemment, mais il faut être accompagné par un comptable, donc un fiscaliste qui connaît absolument cette convention fiscale France-Canada.
Si vous voulez challenger, posez-lui des questions justement là-dessus. Parlez-lui T11 35, T11 34. S'il vous dit, mais non, c'est en France, ça ne se déclare pas ici, never, jamais. Effectivement, il faut le déclarer et il ne faut pas oublier de le faire. Okay. Oui. Donc du coup, si on passe moins de 183 jours, on échappe à... Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on doit remplir une des 3 conditions en soi. Si vous venez y habiter et louer un appartement, inscrire les enfants à l'école, etc., vous l'installez, vous avez une démarche d'installation, même si c'est fait le 15 décembre, on considère comme résidence fiscale, on peut être considéré comme résidence fiscale canadienne à partir du 15 décembre. On ne prend pas l'année complète, effectivement. On arrête la résidence fiscale française à partir du 15 décembre, à partir du 15, et vous êtes résident fiscal canadien à partir du 15. Donc, au Canada, vous serez imposé qu'à partir du moment où vous êtes résident fiscal canadien. Donc, tout ce que vous aurez touché avant, vous ne serez pas imposé dessus au Canada. Mais on doit le déclarer malgré tout d'ailleurs. Mais c'est pour calculer le crédit d'impôt, le crédit d'allocation familiale. Oui. Sinon, nous avons quelques questions en ligne quand même. Nous avons une personne qui demande est-ce que le T1134 s'applique au SCI? Alors, très bonne question. Parce que justement, je ne voulais pas trop le développer, mais c'est très bien qu'on pose la question. On a la SCI, en fait, il y a 2 formes de SCI. Il y a la SCI à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, la SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés. La SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, n'est pas considérée comme société au Canada. Elle est considérée comme finalement un bien détenu en perso. Donc ça va rentrer dans le cadre de la T1135. Voilà. Et on va devoir déclarer les revenus, revenus moins dépenses, de cette SCI à l'IR. Par contre, la SCI à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, elle, est considérée comme société, donc éligible à la T1134. Voilà. Même chose, en fonction de ce qu'on détient. Souvent, c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure, on a le cas classique, j'ai 3% dans la SCI familiale où il y a toute la ferme, etc. C'est bon, je n'ai pas besoin de le faire, hein, sauf que finalement, c'est mes frères et sœurs ou mes parents qui ont le reste. On doit faire la T1134. Voilà. Donc, finalement, SCI à l'IS, T1134 à l'IR.